Vous admirez les photos de la Voie lactée? Les paysages de nuit dans lesquels on voit les étoiles au-dessus d'un paysage magnifique? Vous aimeriez faire la même chose? Je ne parle pas des photos d'objets du ciel profond comme les nébuleuses ou les galaxies, mais bien de photos de paysages étoilés. Quoique, en fait, on arrive quand même à capturer certains de ces objets célestes dans de bonnes conditions, tout en utilisant des outils classiques. On en parlera peut-être un autre jour. Salut à tous et bienvenue sur Architecte de la Lumière. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, à une question qui hante les nuits de tout photographe qui lève les yeux au ciel. Comment je peux faire des photos d'étoiles incroyables sans avoir à vendre ma voiture pour acheter une de ces montures motorisées qui ressemblent à un instrument de torture médiévale? Alors oui, on nous bassine avec le suivi équatorial, l'autoguidage, la mise en station, l'aliment polaire et j'en passe. Des mots qui donnent envie de se mettre au tricot plutôt qu'à l'astro. Mais je vais vous confier un secret. Votre trépied, ce bon vieux pote à trois pattes, est une arme redoutable pour conquérir le cosmos. Le but du jeu, simple. Vraiment simple. Appuyer sur le déclencheur et obtenir des étoiles qui ressemblent à des points bien piqués et éviter à tout prix les spaghettis célestes. Et pour ça, il faut maîtriser deux choses, la focale et son inséparable acolyte, le temps de pause. Accrochez-vous, on décolle vers les étoiles. En photo de paysage, incluant le ciel étoilé, tout en ayant son appareil sur trépied, il y a une règle d'or. Pensez large, très large. Pourquoi? Parce que la Terre tourne et elle ne nous attend pas. Elle tourne sur elle-même à environ 1670 km/h à l'équateur. Ça file. Et ça file vite. Pendant que vous m'écoutez, là, vous avez déjà parcouru plusieurs kilomètres. Ça donne le vertige. Et ce mouvement invisible pour nous est un véritable cauchemar pour notre appareil photo. Imaginez que vous essayez de peindre un point, mais vraiment juste un point, sur une toile qui bouge pendant que vous vous efforcez de garder votre pinceau immobile. Si vous utilisez un pinceau minuscule, le moindre mouvement de la toile créera une longue traînée. Mais si vous utilisez un gros peinture, le mouvement sera beaucoup moins perceptible sur la même durée. C'est juste une question qui touche directement la notion de cercle de confusion abordée dans cet épisode-là. C'est exactement la même chose avec nos objectifs. Le pinceau minuscule, c'est une focale longue, de style 400 mm, et c'est une focale minimale pour pouvoir observer des objets célestes. À cette focale, on zoome tellement sur une toute petite portion du ciel que le mouvement des étoiles devient visible en à peine 1 ou 2 secondes. Et pour ne pas être impacté par ce mouvement, la seule solution, c'est une monture équatoriale motorisée qui va suivre le déplacement des étoiles. En revanche, si on utilise une focale courte, voire très courte, comme 8 ou 10 mm, on couvre une si grande portion de la voûte céleste que le mouvement est dilué. C'est notre marge de manœuvre. Je disais que la solution pour éviter ce mouvement, c'est d'utiliser une monture équatoriale motorisée, sauf qu'aujourd'hui, on a dit pas de monture motorisée parce qu'on n'a pas ça en stock et que ça coûte un rein. Alors on fait comment? Eh bien, on pense large et on pense stable. Bon, penser large, c'est bien joli. Mais si ça me dit qu'il faut utiliser un 20 mm plutôt qu'un 400 mm, pour autant, ça ne me donne pas le temps qu'il va falloir poser pour ne pas dépasser cette zone des points bien piqués. On veut des chiffres, de la précision, et la question, elle est très simple. Combien de secondes exactement avant que mes étoiles ne se transforment en vermicelle? Eh bien, ça tombe bien. Il y a une solution. Il existe une formule simple, un peu rustique, mais diablement efficace. La règle des 500. Simple comme calcul, non? Bon, ok. Pas forcément de tête, mais vous avez le téléphone et sa calculatrice intégrée. Pas besoin de feuilles à petits carreaux et de poser sa division à la main. Simple, 500. Et vous le divisez par votre focale. Exemple, j'utilise ici un objectif de 10 mm. 500 divisé par 10, ça fait 50. Je peux donc poser pendant 50 secondes avant que les étoiles ne commencent à filer. Ouais, en fait, pas besoin de calculatrice. Attention, il y a un piège. Cette formule a été pensée pour les appareils photo plein format, les full frame. Si vous avez un appareil avec un capteur plus petit, type APS-C ou micro 4 tiers, il faut prendre en compte le facteur de recadrage ou crop factor. Votre capteur est plus petit, donc il croppe nativement dans l'image, ce qui a le même effet sur la portion de ciel capturée qu'une focale légèrement plus longue. Et donc la vraie formule, la voici. Et pour les ordres de grandeur,
Pour un APS-C, le facteur est de 1,5. Donc avec notre 10 mm, ça donne 500 divisé par 10 fois 1,5. Et ça nous donne 33 secondes et des poussières d'étoiles. Pour un APS-C de type Canon, le facteur est de 1,6, on atteint alors les maxi à 30 secondes. Et pour un micro 4 tiers, le facteur est de 2. Ça donne 500 divisé par 20 fois 2 égale 25 secondes. Vous voyez, la différence est sensible. Pour un capteur micro 4 tiers, le temps maximum est quasiment la moitié du temps théorique défini par la règle des 500. Et pour un APS-C, on a une vitesse maxi à environ 60% du même temps de pause théorique. Donc pour un objectif donné, le temps de pause maxi est également défini par la taille du capteur et son facteur d'écart par rapport à la taille théorique d'un capteur full frame. Vraiment, n'oubliez pas ce facteur de crop, sinon vous allez avoir des filets d'étoiles systématiquement et jamais d'image nette. Oui, cette règle, c'est la clé pour avoir des étoiles bien nettes, avec une focale la plus courte possible pour poser le plus longtemps possible et donc capter le maximum de photons. Ah oui, parce que l'objectif dans ce cas-là, c'est bien de capter toujours le maximum de photons, sinon la photo sera toujours trop sombre. Et ce temps maximum est donc bloqué par l'apparition des filets d'étoiles. Et il s'agit donc de ne pas dépasser cette limite. Alors, petite précision pour les puristes. Et ceux qui aiment l'ultra précision, il existe des règles beaucoup plus précises. Comme la règle NPF, mais la règle de 500 est une excellente porte d'entrée. Et la règle NPF est tellement complexe à expliquer et appliquer que je vais l'afficher ici, mais je ne vais pas vous la commenter. Vous voyez, elle est digne d'un cours de maths appliqué, mais elle est aussi beaucoup plus précise. Donc n'hésitez pas, si la formule ne vous fait pas peur, allez-y, utilisez-la. En résumé, un trépied, un objectif à focale courte et la règle des 500 pour déterminer la vitesse d'obturation à utiliser selon votre objectif et votre appareil. Ça me semble pas mal. On y va? On n'est pas... Oh là 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 là. On surtout pas. J'ai failli oublier. Il existe 2 détails à ne surtout pas zapper, parce que sinon on va vraiment ruiner nos efforts et on aura fait tout ça pour rien. Je disais donc, il y a 2 détails qui peuvent vraiment tout ruiner, et ce même si vous avez utilisé la règle NPF. Et nombreux sont ceux qui ont été confrontés sans comprendre pourquoi ils n'obtenaient jamais une photo exploitable. Eh bien, pour vous éviter de patauger dans ce même marais, et parce que ces sujets sont désormais bien identifiés, je vais en parler maintenant. Alors celui-là, il a fait parler sur les forums photos à l'époque où les premiers appareils concernés sont sortis. Il est un peu technique, et il vise particulièrement les utilisateurs d'appareils Sony, même s'il affecte plus ou moins d'autres marques. Il existe un phénomène surnommé le Star Eater, le mangeur d'étoiles. Ouais, non, c'est pas une blague. Sur certains modèles, lors des pauses longues, souvent en mode bulbe, qui permet de dépasser les 30 secondes d'expo, le processeur de l'appareil active une réduction de bruit un peu trop élevée. Il analyse l'image capturée, il détecte les étoiles les plus petites, souvent sur 1 ou 2 pixels, tellement elles sont petites, les prend pour du bruit numérique. Bah oui, une lumière sur un seul pixel, généralement, c'est du bruit numérique. Ah oui, mais du coup, il les efface. Purement et simplement, une réduction d'étoiles involontaire. C'est comme si le correcteur orthographique de votre PC décidait tout seul que certaines lettres dans un mot correctement écrit sont des fautes de frappe. On est d'accord? C'est pas cool, mais ça existe, il faut le savoir, et c'est chiant. La solution, il n'y en a pas de parfaite. Mais la meilleure parade est de rester sur des temps de pause inférieurs à 30 secondes. Ce qui colle bien avec notre règle des 500, et si possible de ne pas utiliser le mode bulbe. Plus globalement, les systèmes de réduction de bruit intégrés au software de nos appareils peuvent provoquer ce genre de réduction d'étoiles imprévues. Alors faites des recherches sur votre modèle spécifique pour savoir si vous êtes concerné. Mais soyez conscient que ce spectre existe et qu'il faut le contourner. Ok, ce point-là, il est évoqué. Vous n'êtes pas concerné, c'est parfait. Et on y va. Votre appareil est sur un trépied, solide comme un roc. Il ne bouge pas. C'est le principe fondamental du trépied et c'est pour ça qu'il est indispensable pour ce genre de photo. Pourtant, vous avez une option activée sur votre appareil qui est conçue pour contrer le mouvement. Cette option, c'est la stabilisation d'image. Une fonction présente sur tous les boîtiers ou objectifs en fonction des marques. Et qu'elle soit intégrée dans l'objectif ou directement sur le capteur, cette technologie a beau être votre allié parfaite pour les photos à main levée,
et c'est pour ça que c'est vendu comme une fonctionnalité star d'ailleurs, c'est en réalité votre pire ennemi sur un trépied. Pourquoi? Parce que le système de stabilisation, c'est un ensemble de gyroscopes. Ce sont des petits moteurs qui cherchent en permanence le moindre tremblement pour le compenser. Et sur un trépied parfaitement immobile, il n'y a rien à compenser. On peut se dire, c'est pas grave, la stabilisation, elle va rien faire du tout puisqu'il n'y a pas de mouvement erreur. Sans sollicitation externe, sans micro-mouvement, le système peut alors paniquer, détecter ses propres micro-vibrations internes et essayer de les corriger, introduisant ainsi un léger flou dans votre image, parfaitement net au demeurant. Le truc qui saute au troll, un anti-vibration qui provoque des vibrations, c'est lunaire. C'est contre-intuitif, mais ça peut vraiment ruiner une séance. Alors, avant chaque séance sous le ciel étoilé, premier réflexe, désactiver la stabilisation. C'est souvent un simple petit bouton sur l'objectif ou une option dans le menu. Ne l'oubliez jamais. D'ailleurs, c'est le même problème en photo de paysage en plein jour ou en photo studio. Cette stabilisation, c'est vraiment pas un pote agréable. Et pour ma part, elle est désactivée en permanence et je gère ma stabilisation à l'ancienne. Et si ça vous intéresse d'avoir quelques tips pour gérer sa stabilisation à main levée, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une petite vidéo. Pour conclure, vous voyez, c'est pas si sorcier. On choisit une focale large pour donner moins d'importance à la rotation de la Terre et en plus ça permet d'avoir le ciel et le sol dans la même photo. On calcule son temps de pause maximal avec la règle des 500, en n'oubliant pas son facteur de crop, surtout pas. On vérifie que son appareil n'est pas un mangeur d'étoiles compulsif ou plus généralement qu'il n'est pas affecté d'une réduction de bruit trop brutale. Et surtout, on coupe cette foutue stabilisation. Et comme il est super facile de l'oublier, vraiment, faites-vous un mémo. Ouais, j'ai souvent oublié de l'enlever, je sais de quoi je parle. Avec ces quelques règles, votre trépied devient la plus belle et la plus simple des rampes de lancement vers le cosmos. Vous êtes prêt à capturer des paysages nocturnes, la Voie lactée et à ramener des souvenirs d'éternité. Petite précision quand même, cette méthode, elle permet de faire des photos du ciel nocturne et du paysage comme celle-ci, mais elle n'aura jamais la capacité à faire ressortir des images ultra détaillées comme celle-ci, qui n'est pas de moi d'ailleurs. Pour obtenir ça, il faudra passer par une multiplication des prises de vue, de façon à obtenir un nombre conséquent d'images unitaires que vous devrez ensuite empiler avec un logiciel dédié, type Sequator, Cyril ou tout autre, pour donner de l'ampleur à la lumière du ciel. Mais si vous faites plein de photos de 30 secondes, même sur une période courte de 30 minutes, la Terre, elle aura tourné. Légèrement, mais c'est visible. Et là, il faudra donc gérer le fait que les étoiles en fond ont glissé sur le fond noir, mais que le sol, lui, est resté parfaitement immobile. Et à l'empilement, ça donne des images qu'il va falloir traiter pour conserver le sol et les étoiles nettes. Tout ça, c'est une autre façon d'appréhender la photo paysagère nocturne. Et si ça vous intéresse, je peux essayer d'en faire une vidéo, dites-le moi. Cette petite parenthèse fermée, je ne dirai finalement qu'une seule chose pour conclure. Sortez sous le ciel étoilé, posez votre appareil sur un trépied et profitez des ciels nocturnes sous lesquels on se sent si petit au cœur de l'univers. Répétez l'expérience dès que vous le pouvez, sous le ciel le moins pollué possible. Ça facilite le traitement. Je sais, c'est pas facile d'en trouver, mais on a quand même quelques endroits en France qui permettent d'en profiter. Et pour ça, je vous renvoie vers cette vidéo. Alors vraiment, profitez de ce ciel étoilé si fascinant. Et avec un peu de chance, vous serez prêt la prochaine fois où les aurores boréales embraseront notre ciel métropolitain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, le petit pouce bleu fait toujours plaisir et l'abonnement, c'est comme ajouter une étoile dans mon ciel. Et n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À la prochaine.